partie de cet épisode de Face au droit social dédié aux coulisses des prud'hommes. Je suis toujours en compagnie de Michael Hayat et Nicolas Sauvage. Rebonjour messieurs. On parlait des collèges prud'homales. Tout d'abord, les collèges s'entendent-ils bien ? Moi, je ne peux parler que de ce que je vois. Alors, je suis conseiller prud'homme à Paris, dans la section activités diverses. Et dans cette section, et je suis en première chambre, là, oui. Après, probablement, oui. Enfin, au Conseil de Paris, globalement, à ma connaissance, les collèges s'entendent bien. Les gens font leur travail et remplissent leur mission en bonne entente. D'accord. De quels moyens financiers disposent les conseils ? Je ne sais pas vous répondre là-dessus. Je ne sais pas quels sont les moyens alloués. Il n'y a pas beaucoup de moyens. Je peux vous dire qu'on n'a pas de machine à café quand on délibère. Il n'y a pas de machine à café pour les conseillers prud'hommes. Il n'y a pas de code du travail pour les conseillers prud'hommes particulièrement. Il y a une bibliothèque, ceci dit. Mais on n'a pas chacun un code du travail. On n'a pas... Et il est arrivé des histoires il y a quelques années. Moi, il n'y avait pas de papier non plus pour prendre les notes. Bon, voilà. C'est dommageable pour votre activité ? Pas de papier, oui, quand même. Heureusement, on se débrouille. On a quand même des feuilles sur nous. L'absence de café, non. Et en ce qui concerne le code du travail, la plupart d'entre nous ont une connaissance du droit suffisamment précise pour ne pas avoir besoin de s'y référer. Et si on a besoin de s'y référer, on fait une pause, on se débrouille, on téléphone à quelqu'un qui l'a. Enfin, voilà. C'est pas, non, ça pose pas trop de difficultés. Nicolas, les conseillers prud'hommes n'ont pas de formation juridique, enfin ne sont pas censés en avoir une puisqu'ils sont élus au sein de leur pair. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Il ne m'appartient pas de me prononcer sur le fait que ce soit normal ou pas normal. C'est ce qui est prévu par le système électif qui amène à la désignation des conseillers prud'hommes. Non, ce qui est tout à fait certain, c'est que cela crée une disparité, pour ne pas dire autre chose, un contraste dans la qualité des décisions suivant qu'on tombe dans une chambre où il y a quelqu'un comme Michael Hayat qui est un juriste forcené, extrêmement rodé, qui a l'habitude de regarder des problèmes juridiques et de les tortiller dans tous les sens pour trouver la bonne solution et donc en l'espèce rendre le bon jugement. Et puis quand on tombe sur une chambre dans laquelle il n'y a malheureusement pas un bon juriste comme ça et où ça va se passer peut-être en équité, peut-être au feeling et où on va s'éloigner du droit. Or nous qui, pour ce qui me concerne, défendons des entreprises, nos clients traitent leurs salariés en respectant le droit et quand il y a quelque chose qui se passe et qu'un salarié conteste, ils voudraient être jugés en droit puisque eux-mêmes ont respecté la règle de droit. Donc c'est un vrai problème de qualité et d'harmonie ou de constance de la qualité. Il y a des jugements de bonne qualité, des jugements de qualité vraiment piètres. On serait en droit d'attendre que ce soit homogénéisé au moins. On serait en droit d'attendre que l'État, qui a là une juridiction qui ne coûte absolument rien, puisque ce que ne vous a pas dit, parce que c'est tout à son honneur, ce que ne vous a pas dit Michael, c'est qu'en tant que représentant, en l'espèce lui du collège employeur, ou en tant que représentant du collège salarié, les personnes qui viennent là ont une indemnité dont on n'ose même pas prononcer le montant tellement elle est dérisoire, de l'ordre de 6 € et des poussières par heure, enfin quelque chose qui n'existe même pas, qui leur est versé. Et quand on est collège employeur, on n'a rien du tout. Là, vous êtes collège employeur dans une situation particulière, mais quand on est collège employeur, petit gérant d'une SARL, on vient là, c'est gratuit, et pendant ce temps-là, on espère que la SARL continue à tourner. Bon. Donc c'est une juridiction gratuite, et c'est un peu regrettable que l'État, qui a là une juridiction gratuite qui fait un nombre considérable de décisions, n'investisse pas un tout petit peu pour de la formation continue obligatoire pour la totalité des conseillers, formation à leur donner auprès d'avocats, auprès de magistrats professionnels, auprès de professeurs de droit, puisqu'ils sont là pour traiter du droit, et éventuellement aussi auprès d'experts comptables pour la partie économique, puisqu'il y a des licenciements économiques, et que là, il faut comprendre de quoi on parle, et quand on est membre du conseil de prud'homme et qu'on est assis comme conseiller et qu'on écoute un avocat expliquer un problème de perte de profitabilité ou de sauvegarde de la compétitivité d'une entreprise menacée sur son secteur d'activité, il faudrait quand même que les personnes en face comprennent ce qu'on leur dit et parfois on sent qu'elles en sont très très loin parce qu'elles n'ont pas eu la formation. C'est pas qu'elles ne peuvent pas le comprendre, c'est qu'elles n'ont pas eu la formation et que ce ne sont pas des choses qui se devinent. Les collèges sont-ils impartiaux ? Alors oui et non. Non. Je ne vous savais pas normand. On va commencer par là. Il y a les deux simultanément. Non, c'est-à-dire que les collèges, sur des questions qui ne relèvent pas de droit, mais après de l'appréciation, sont partiaux parce qu'ils relèvent chacun une défense soit le collège employeur, soit le collège salarié. Mais comme les deux sont partiaux, à l'arrivée, forcément, la décision va être
je vais dire plus ou moins impartiale, parce que la perfection n'existe pas, mais enfin la décision est équilibrée en tous les cas. Le cas est bien défendu des deux côtés. Mais ceci dit, au-delà de ça, je dis oui, parce que pour toutes les questions qui sont de l'analyse du droit ou qui sont techniques, où je n'ai pas vu de mauvaise foi, en tous les cas à Paris, je ne peux pas m'exprimer, mais globalement, je pense que c'est le cas. Il n'y a pas de la part des conseillers prud'hommes de mauvaise foi dans l'analyse. Il peut y avoir donc une prise de position partielle, mais en plus c'est dit dans ces cas-là. C'est une question, voilà, on défend un collège aussi. Il n'y a pas de mauvaise foi. Et par ailleurs, pour anticiper peut-être votre question suivante, en tous les cas une question que les gens se posent, il n'y a pas de tractation. Oui. Il n'y a pas de pression écoute, sur je t'ai donné le dossier, le premier dossier, là, le dossier machin, tu me donnes le dossier bidule. Non, ça je ne l'ai jamais vu. Alors à nouveau, c'est pas parce que je l'ai jamais vu que ça n'existe pas, mais enfin en tous les cas, c'est absolument pas dans les normes ni dans les mœurs. Il n'y a pas ce type de tractation. Et si l'un d'entre nous, collège employeur ou collège salarié, s'amusait à le faire, les trois autres le prendraient particulièrement mal. Donc ça n'est absolument pas à l'ordre du jour aujourd'hui au Conseil de prud'homme de Paris, ni même dans la prud'homie en général. Et dans le regard de l'avocat qui est donc de l'autre côté de la barre, vous avez l'impression que ça se passe bien au niveau des collèges, que les délibérations sont... Ah ben moi, les délibérations, par définition, le délibéré étant secret, comme le prévoit le Code de l'organisation judiciaire, je ne sais pas ce qui se passe pendant le délibéré. Globalement, ça se passe plutôt pas mal. Il arrive des débordements surprenants dans les audiences où des présidents qui président l'audience s'enguirlandent, pour ne pas dire autre chose, violemment avec le collège opposé qui est à côté, qui veut poser une question. Ou bon, écoutez, c'est moi qui préside aujourd'hui, alors je vous donnerai la parole quand je vous donnerai la parole. Bon, okay. Donc c'est un peu glaçant pour la personne en face qui se dit, moi je suis en train de plaider un dossier et ils ont l'air de pas du tout s'entendre. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça va être pendant le délibéré? Bon, donc, et d'ailleurs, quand j'ai vu ça, ce qui m'est arrivé un certain nombre de fois, en général, j'ai eu des jugements de départage, c'est-à-dire des situations dans lesquelles, enfin des partages de voix, des situations dans lesquelles ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord tellement ils étaient énervés pendant l'audience. Mais c'est rare, et d'ailleurs je vous en parle, si c'était commun, je ne vous en parlerai pas. D'ailleurs, on va y venir. Là, c'est public. Oui. Comme je vous le dis, quand il y a des prises de position, tout le monde le sait, c'est franc, c'est dit. Bon, et puis après, il peut y avoir des problèmes de personnes. Il peut y avoir une personne qui est particulièrement horripilante pour une autre, et celle qui préside n'accepte pas que l'autre intervienne. Les rapports humains, c'est une juridiction où il y a plusieurs personnes, donc tout le monde n'est pas forcé de s'entendre. On va parler des départiteurs. Justement, quand les collèges n'arrivent pas à s'entendre, ils font appel à un magistrat de carrière, un juge départiteur, qui va donc donner une décision sur le cas concerné. Comment ça se passe et est-ce que la décision rendue peut être invalidée par les collèges? Alors, comment ça se passe en général? Bien, bon, c'est qu'on ne s'est pas mis d'accord s'il y a un juge départiteur. Donc, en général, on ne reste pas d'accord. Donc, le juge départiteur fait son travail de départage. Il va, lui, avoir un point de vue qui est un point de vue en droit et pour prendre sa décision en droit, tel que nous avions un point de vue différent en droit aussi. Mais s'il y avait tout le monde était d'accord en droit, il n'y aurait pas de contentieux, il n'y aurait pas de jugement, il n'y aurait pas des avocats pas d'accord. Donc, il tranche, il départage, il prend une décision. Ça se passe en général bien. Et puis, si jamais sa décision est considérée comme étant infondé en droit ou je ne sais quoi, il n'aurait pas compris un point, il y a toujours la possibilité de faire appel. En ce qui concerne la délibération, combien de temps délibérez-vous et combien de temps après est rendue la décision? Ah, bah ça c'est toute la question. Ça dépend des sections, ça dépend. En pratique, il y a plusieurs cas. Ça peut être extrêmement rapide quand il y a une question de droit simple qui est soulevée. Voilà, est-ce qu'il y a ou pas droit à des congés payés? Il y a le bulletin de paye qui dit que les congés payés, ils ont été payés, puis il y a la preuve que ça n'a pas été payé. Donc c'est rapide. Hein. Je passe un exemple, mais j'ai eu ce cas-là. Donc on avait la preuve que ça n'avait pas été versé, alors il y avait un bulletin de paye qui disait que ça a été. Bon voilà, 10 minutes. Montre en main. Et puis après, il y a des dossiers plus compliqués. Il faut regarder les pièces. Alors je sais que certains avocats pensent qu'on n'ouvre pas les dossiers. C'est vrai dans certains cas quand c'est pas nécessaire, puis c'est souvent faux. Alors des fois, ils regardent si on a mélangé les pièces pour voir si on les a ouvertes. Alors attention, on fait exprès. Rien pour le... ouais. Mais ça dépend, ça peut prendre 3 heures, 4 heures sur un dossier. Il y a parfois plusieurs questions. Je vous dis, certaines ne sont absolument pas justifiées, d'autres le sont. Il y a besoin de regarder. On peut demander des compléments. Ça peut être très long. Mais en moyenne, pour ce que j'ai vu moi, puisque je n'ai pas la science universelle, un maximum, il y a eu des cas de maximum de 3 heures sur un dossier. Au-delà, c'est quand même très très rare. Ça a lieu, mais c'est très rare. Et puis la décision, elle peut être rendue le lendemain, quand on a délibéré, qu'on a dit qu'on la rendait le lendemain. Et bon, parce qu'on délibère sur le siège, comme le Code du travail nous demande de le faire, on commence en tous les cas. Et puis ça peut être rendu plusieurs mois après, quand il y a besoin d'éléments complémentaires. Et ça peut être préjudiciable pour le justiciable qui attend une décision qui est encore en poste, Nicolas?
Alors, en fait, il y a deux choses dans votre question, si je peux me permettre. Il y a quand le délibéré est fait et en combien de temps. Là-dessus, je ne suis pas sûr que la réponse soit de Mickaël soit totalement complète. La question, effectivement, c'est de savoir si, enfin, une question que peuvent se poser les spectateurs, c'est est-ce que vous délibérez toujours à la fin de l'audience, à la fin de la journée, puisque les audiences sont à 13 h au Conseil des prud'hommes de Paris. Est-ce que vous délibérez dans la foulée, ce qui veut dire accessoirement que vous êtes absolument épuisé parce que vous avez eu de 13 h jusqu'à 18 h, 19 h, parfois 20 h, 21 h, des plaidoiries qui n'en finissaient pas. Et donc vous êtes tapé 8 heures de plaidoirie et il faut encore délibérer. Alors là, ça doit être de l'abattage 10 minutes par dossier, hop, 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 d'une part. Est-ce que vous vous réunissez de nouveau quelques semaines après ou quelques jours après, tous ensemble pour dire, bon, allez, sur ce dossier-là, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est quand même une de mes interrogations. Je ne suis pas de l'autre côté du rideau, donc je voudrais bien savoir. Et puis, il y a une autre question qui est contenue dans celle de Roxane, qui est, une fois que vous avez pris votre décision, admettons que ce soit à la fin de la journée, bon, le lendemain matin, moi, avocat, j'appelle le greffe et on me dit, voilà, dans cette affaire, je ne peux pas vous donner le contenu, mais je peux vous dire qu'il y a un débouté ou il y a une condamnation comme ça. Voilà la condamnation, mais je ne vous dis pas plus que ça, parce que je n'ai pas plus que ça. Et parfois, on attend 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, 12 semaines, d'avoir la décision, c'est-à-dire le papier. Or, il faut savoir que la procédure d'appel a été modifiée il y a maintenant quelques années. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas la décision, le papier lui-même tamponné avec la Marianne dessus, donc le papier qui s'appelle un jugement, vous ne pouvez pas faire appel. Donc il y a un vrai préjudice quand vous êtes l'employeur. Vous êtes l'employeur et vous êtes condamné et vous voulez absolument, vous êtes le salarié et vous avez perdu. Mais enfin bref, quand vous avez perdu le dossier et que vous voulez absolument faire appel, vous êtes bloqué tant que vous n'avez pas ce papier. Mais ça, je crois que ce n'est pas du tout dans le pouvoir du conseiller qui rédige. C'est plutôt au niveau du greffe que ça se passe. Et comme le greffe n'a pas beaucoup de moyens, pas beaucoup d'argent et assez peu de personnel, ils sont totalement submergés sous les décisions. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais voilà. C'est un autre débat. Alors, pour donc reprendre ma réponse peut-être plus précisément, plus clairement, nous sommes censés délibérer sur le siège. Délibérer sur le siège, ça veut dire nous sommes censés, l'expression n'est pas très jolie, mais nous sommes censés à la fin de l'audience publique, nous lever, souffler 5 minutes et ensuite ouvrir le délibéré. Bon, on ne le fait pas toujours. Quand on est fatigué, on ne le fait pas. Donc on se pose la question, est-ce que vous vous sentez pour le faire ou pas? Or, il arrive qu'on termine l'après-midi des audiences à 15 h. C'est arrivé, c'est assez rare. Il arrive qu'on finisse à 16 h, on ne finit pas toujours à 21 h. Quand on finit à 21 h, rassurez-vous, on ne délibère pas. C'est sûr que non. Alors à ce moment-là, on reprend une date. On reprend une date et on délibère le plus vite possible parce que c'est frais dans notre esprit, parce que bon. Mais ça va dépendre, donc ça dépend des cas. Le principe étant de le faire le plus tôt possible, le plus vite possible, parce que c'est frais, parce qu'on a des pièces, parce qu'on a entendu les plaidoiries, parce que ce sera comme ça traité le plus vite possible pour les justiciables. Or, une affaire dure à peu près 1 an, depuis son introduction au Conseil jusqu'au prononcé. Donc on essaie de faire le plus vite possible, mais quand on est fatigué, on est fatigué. On va pas délibérer pour ça. Ensuite, un instant, pour répondre à votre seconde question, effectivement, ça m'échappe. C'est-à-dire qu'une fois que la décision a été prise, une fois que c'est rédigé, combien de temps faut-il pour que ce soit notifié? Je ne sais pas. Je ne sais pas vous répondre à cela. Toutefois, si vraiment il y a une période qui est trop longue, et si ça porte réellement préjudice aux 2 collèges, à la limite, on ne peut pas soupçonner le Conseil de prud'homme d'être partial. Et ensuite, c'est sûr qu'il faut faire quelque chose dans la mesure du possible pour accélérer les délais. Et on va clore cette émission avec une dernière question pour vous, Mickaël. Si un avocat fait mention d'un arrêt de la Cour de cassation, qu'on appelle communément, plus vulgairement, jurisprudence, comment cela est-il perçu par les collèges? Alors, comment dire? Si l'avocat fait mention d'une jurisprudence, comme on peut l'imaginer, la fameuse jurisprudence de telle date et qu'il ne la donne pas, il fait juste la mentionner, ça n'a strictement aucun effet, ça ne sert à rien. À la limite, ça peut peut-être même jouer contre lui, parce qu'on a l'impression qu'il raconte du baratin. Quand cette décision de la Cour de cassation est produite dans le dossier, qu'elle a été surlignée, que le raisonnement s'appuie sur un raisonnement qui a été exprimé par la Cour de cassation, qui s'applique au cas en question, et encore, c'est jamais exactement la même chose. Évidemment, on peut le prendre en compte, puisque la Cour de cassation a des raisonnements juridiques qui sont rigoureux, mais pour autant, on peut ne pas être d'accord avec elle d'ailleurs, et par conséquent, au moins, ça éclaire le raisonnement de l'avocat qui n'a pas forcément toujours eu le temps d'exprimer son point de vue. Toutefois,
Nous ne sommes pas tenus d'appliquer la jurisprudence, comme on dit, parce qu'il n'y a absolument aucun rapport hiérarchique entre le Conseil de prud'homme et la Cour de cassation. Nous avons notre analyse du droit, nous sommes des magistrats élus et la plupart d'entre nous sommes des professionnels à la fois du droit, parce que le droit ne s'exprime pas non plus que dans la profession d'avocat ou la profession de magistrat de carrière, et puis des professionnels en entreprise. C'est pour ça que c'est une juridiction qui a ceci d'intéressant, et par conséquent, on a notre perception de la règle de droit et on l'applique telle qu'on la comprend de manière impartiale, puisque au pire, nous sommes 4 personnes partiales, à l'arrivée, c'est impartial. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas? La question de la jurisprudence. Je crois qu'il faut simplement rappeler aux gens qui nous regardent que l'édit de Moulins au XVe siècle, au XVIe siècle a interdit les arrêts de règlement, que ça a été repris dans l'article 5 du Code de procédure civile et que le juge ne peut pas faire référence à une décision antérieure de la Cour de cassation ou d'une cour subalterne pour motiver sa décision. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'il y a eu un arrêt de la Cour de cassation qui a dit quelque chose que ça y est, c'est la loi, c'est gravé dans le marbre. On peut toujours se lever contre un arrêt de la Cour de cassation et dire non, mais moi je vais faire changer la jurisprudence sur tel sujet. Il y a des arrêts récents qui viennent de sortir, qui sont tout à fait surprenants, par des cours d'appel, qui ont l'air de résister à ce que dit depuis très longtemps la Cour de cassation. Donc même les cours d'appel prennent une position éventuellement contraire. Et c'est important de ne pas faire croire à l'opinion publique que ce que dit la Cour de cassation, c'est la loi. Pas du tout. C'est le droit positif à un instant T sur une affaire A. Et si je viens avec une affaire B, même si elle ressemble beaucoup, je peux parfaitement arriver à faire changer la Cour de cassation d'avis sur ce dossier. Ce sera plus dur. Okay. Merci beaucoup, messieurs, pour ces précisions sur les prud'hommes et les coulisses de cette institution. À très bientôt pour un prochain épisode de Face au droit social.